Bonjour à vous. Merci d'être venus en dépit de ce temps magnifique. On est toujours frappé quand on arrive à Nantes par la qualité de la lumière, hein, vraiment. Voilà, et aujourd'hui ne dément strictement rien dans ce domaine. Alors, moi je suis ravi d'être ici pour cette seconde conférence de l'année sur ce cycle intitulé « Itinéraire littéraire ». La précédente conférence était consacrée à des itinéraires collectifs, ceux des poètes de la guerre de 14 qui ont découvert l'esthétique du haïku et qui ont écrit des haïkus dans les tranchées. Aujourd'hui, c'est un itinéraire singulier que je propose, en tout cas un itinéraire au singulier, Michel Baglin, mais pour un homme pluriel, parce que je pourrais dire qu'il court de Toulouse à Nantes plusieurs Michel Baglin à la fois. Il y a le romancier, le chroniqueur, le voyageur, le poète, le parolier, puisqu'on l'entendra tout à l'heure, certains de ses poèmes ont été mis en musique, mais aussi le journaliste, l'éditeur. Je pourrais continuer la liste en disant l'ami, le militant que vous devriez entendre aussi cet après-midi, l'éditeur, le passeur de poètes. Homme pluriel, multiple, mais en même temps profondément centré sur un certain nombre de valeurs qui s'expriment très fortement à travers notamment sa poésie. Alors j'ai la chance, d'abord j'ai rencontré Michel sans le connaître, puisque nous avions le même éditeur, hein, les éditions Rhubarbe, où tu as publié L'alcool des vents, où j'avais publié un recueil de nouvelles, et puis depuis quelques mois maintenant, j'ai la chance d'être son éditeur. Je dois dire au passage, c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile. Voilà. Parce que Michel Baglin me semble à l'abri de quelques-unes des maladies qui guettent parfois les écrivains. Voilà. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et pour introduire cette rencontre, je voudrais vous dire brièvement un peu ce que les autres disent de lui et constituer une sorte de portrait kaléidoscopique de Michel Baglin. Alors, par exemple, Jérôme Garcin dit de lui « La poésie de Baglin n'est pas une figure de rhétorique. C'est la célébration panthéiste jusqu'à la gourmandise. » À propos du recueil que j'ai publié, qui s'intitule « Un présent qui s'absente », voici ce qu'écrit Jacques Morin dans la Revue des Charges. Rarement on aura vu autant un poète ignorer le surplace. Ou bien encore, la révolte n'est jamais loin de la solidarité, et si un mot pouvait résumer la poésie de Michel Baglin, ce serait bien celui de fraternité. Le poète a percé des fenêtres dans sa tour d'ivoire. Max Allot, dans une autre revue, écrit « Michel Baglin, homme à la lucidité sans cesse en éveil, poète, frère des humains. » Ou bien encore, à l'écart d'une poésie purement formelle, Michel Baglin exprime son désir de participer à ce monde, d'en dénoncer les injustices, les méfaits. Pour autant, il communique au lecteur sa nostalgie d'un temps qui n'est plus, d'un avenir en retrait. En somme, il parle à chacun d'une voix fraternelle et plurielle. Pierre Cobel, chroniqueur, poète lui-même, chroniqueur du blog La Pierre et le sel, écrit « Sous le dehors de sa bonhomie chaleureuse, Michel Baglin est un homme qui s'inquiète sur le sens de notre existence et la place qui est la nôtre. Il a choisi de répondre en se faisant passeur de mots, passeur des mots des autres via le site Texture. » Je dis entre parenthèses que c'est un site littéraire que Michel Baglin a fondé et qu'il anime. Passeur de ses propres mots pour tenter de donner un sens à la vie. Dans la revue Ici et Là, Georges Catalot écrit ceci.
En ouverture de son dernier livre, Michel Baglin cite le proverbe africain qui dit que quand on ne sait où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient. C'est sur cette fine arête du présent que s'articulent ses poèmes, en constante oscillation entre un passé qui persiste et un futur qui hésite. Il ajoute un peu plus loin dans l'article, Baglin avance pas à pas, formule des hypothèses et s'efforce de dépasser les doutes qui l'assaillent. Bien encore, je lis ceci, l'altérité est son domaine, même dans un présent qui aurait tendance à se dérober. Et puis, il y a l'amitié, la ferveur, la solidarité, la fraternité, toutes ces valeurs démonétisées en ces temps de sécheresse mentale. Et si les mots sont là, ce ne sont pas seulement de simples viatiques, mais des bouées de secours qui permettent de ne pas perdre pied. Et je termine avec quelques phrases que je tire du blog belge Les Belles Phrases de Philippe Leux, qui écrit ceci à propos de ton travail, Michel. Le poète sait compter les réalités dérisoires d'un présent qui perd de ses valeurs, qui pollue, qui encrasse les âmes. L'auteur questionne de plus en plus notre place ici-bas, notre rôle. Qu'est-ce être pour tout dire ? Il ajoute, dans un lyrisme légèrement dématé, on verra ce qu'est un lyrisme dématé, le poète rend flou notre propre mélancolie face à un monde qui ne conserve des anciennes formes que le peu, le rien, et que la mémoire intacte de son auteur restitue. Ces découvertes de Paris, des petits quartiers impressionnent par leur justesse et l'on embraye avec lui pour de réelles traversées, le beau Paris où l'on peut musarder. Comme il semble à la fois proche et éloigné de nous, comme le souvenir de Fargue ou d'Ardelais. Et je termine avec ces deux phrases de Philippe Leux, qui a parlé souvent de train, de quai, d'embarquement, c'est confier au poème ses désirs de voyage et de départ. Et enfin cette phrase, mais tout n'est-il pas dit, vu l'âge, vu le temps qui lui reste, on sent prégnante l'amertume de gagner le sable des berges et le cœur, lui, tient bon et nouveau ses mains tendues, pleines de poèmes, comme disait Aragon en parlant du bon vieux Francis Carco. Donc voilà. Merci. Alors, c'est pas mal. Hein, je démarre avec un portrait kaléidoscopique et je te pose tout de suite la question un peu difficile. Est-ce que tu t'y retrouves ? Oui, pas mal quand même. Enfin, en dehors du fait que je me sens flatté, évidemment. Mais pas mal de mots qui sont utilisés par les critiques que tu as cités sont pour moi des mots-clés. Alors, on va y revenir, hein, mais... Alors, on peut peut-être en citer quelques-uns de ces mots-clés. J'ai envie déjà de prendre le terme de fraternité que j'ai envie de mettre en avant. On y reviendra, mais... Bon, ensuite, mélancolie, oui, parce qu'elle y est chez moi, mais je pense que je ne suis pas enfermé dans la mélancolie, mais qu'elle est effectivement comme en filigrane dans le nombre des poèmes. Mais après, il y a tout ce qui est la présence au monde. Hein, voilà. Et bon, ça, c'est pour moi... Alors là, j'essaierai de le développer un peu. C'est capital. Si j'écris, c'est pour être plus présent au monde et pour essayer de faire en sorte que mes lecteurs, eux aussi, se sentent plus présents. Bon, je pense que... Et c'est pour ça que je lis, d'ailleurs. Hein. Quand je lis, je lis beaucoup. La poésie, bien sûr, mais pas uniquement. Et ce que je cherche en tant que lecteur, c'est ça, c'est qu'on augmente et mon regard, et mon écoute, et mon être là, quoi. Voilà, donc je pense que c'est la même chose quand j'écris, que j'essaie de mettre en œuvre. Voilà, donc on peut peut-être dire d'emblée que ton itinéraire personnel, les valeurs que tu viens de réaffirmer, notamment celle de la fraternité, le rapport au monde, mais aussi ton écriture, te tiennent à distance
des perspectives de laboratoire, d'expérimentation langagière dans lesquelles se sont enfermés de nombreux poètes de la seconde moitié du XXe siècle, disons. Oui, j'ai commencé... Enfin, j'écris depuis... D'abord, je ne sais pas quel âge, je pense 10, 11 ans. Voilà. J'écrivais des petites histoires, mais j'ai basculé après dans la poésie, certainement influencé par la chanson, en fait. Et entre autres, Brassens, qu'on écoutait chez moi, que mon père écoutait. Il avait rencontré Brassens au Gala du Libertaire avant que Brassens ne soit connu. Et il y avait Brassens qui tournait sur le tourne-disque quand j'étais gosse. Donc, il m'a nourri, mais surtout, m'a nourri, aujourd'hui, je dirais que Brassens, pour moi, est plus un fabuliste, c'est le La Fontaine moderne, qu'un poète, bien qu'il soit poète, mais peu importe. Mais c'est surtout un fabuliste. Je veux dire par là que Brassens m'a appris autre chose que la poésie. Il m'a appris aussi que l'écriture avait un rapport avec des valeurs, disons, avec une façon d'être, avec la vie, tout bêtement. Et c'est ce qui m'a... Cette espèce de connexion des mots et des choses, si on veut, ou de la littérature, de la poésie avec la vie, tout bêtement, avec le quotidien, c'est quelque chose qui a été marquant pour moi, parce qu'à partir de là, j'ai abordé la lecture, la littérature. Alors après, j'ai un bouquin qui s'appelle Chemin d'encre, où je raconte mes lectures et ce qu'elles m'ont apporté, notamment Hemingway ou autres. J'ai toujours abordé les livres, non pas comme des moyens d'évasion, mais au contraire comme des outils pour être là encore plus fort. Voilà. Et bon, c'est une constante chez moi, ça, je crois. Voilà. Donc, voilà. Très bien. Alors, ces quelques propos liminaires étant clairement formulés, on a bien entendu ce que tu viens de nous dire. Je voudrais qu'on aborde peut-être... qu'on construise cette rencontre en 3 temps. Je voudrais d'abord que tu nous parles de l'enfance, cette enfance qui fut la tienne, et le regard que tu portes sur l'enfance, et la manière dont ta poésie, en l'occurrence, fait parler l'enfance, ou conserve cet esprit d'enfance, qui me semble être fondamental. Je voudrais ensuite que l'on aborde alors une question qui est au cœur de ta poésie. L'un des critiques que j'évoquais disait que l'autre, l'altérité, c'est la grande affaire de ton écriture. Donc je voudrais que nous parlions de l'autre et de l'ailleurs, et de cette passion vagabonde, de ces passions vagabondes que tu as pu avoir tout au long de ta vie, que tu as toujours, et qui te permettent d'aller à la rencontre des autres et de prendre en compte cette altérité dans l'écriture. Et puis enfin, je voudrais, dans un 3e temps, à la fin de cette rencontre, que nous parlions de la poésie et que nous tentions d'aller un peu plus loin dans ce mystère un peu insondable du fait poétique. Voilà. Alors d'abord, la question de l'enfance. Mais venons-en d'abord à la tienne d'enfance. Où s'est-elle déroulée ? Tu veux pas qu'on écoute Martine Kaplan ? On peut. Non, je dis ça parce que elle s'appelle J'écris. Et donc, il y a déjà une partie de la réponse dans la chanson. Martine Kaplan, que vous connaissez, je pense, puisqu'elle est une des interprètes de René Guicadou, et qu'elle est venue souvent dans la région pour donner des récitals. Alors, je veux bien, mais clic droit, clic gauche, je suis perdu. Et... bon, c'est pas... Ah, ça y est. Bon, je crois que c'est bon. J'écris pour rendre enfin à tous ceux qui l'ont fait, à ces jeux gouvernés, à ce ghetto des squares. Un vieux gamin fantoche, idiot et dérisoire, le fantôme entêté d'un clown insatisfait. J'écris pour tenir tête au silence établi, pour allumer des mots éteints par l'habitude, et les garder vivants face à cette hébétude qui pétrifie le cœur et qui nous désunit.
j'invite chacun au creux de sa mémoire à raviver sa soif pour lui donner à boire, à la source ameutée des sensations perdues. J'écris pour demeurer devant la porte ouverte et renaître nomade en sachant discerner en tout feu une escale. Alors, est-ce que c'est en chance qui s'arrête comme ça si non, en tout feu une escale et en chaque être ému une parole offerte. Voilà, bon, je pense que la parole est là, effectivement, dans l'émotion, chez tout le monde. Ça va être dur de respecter ton plan. Tu vois, je parle déjà de poésie, de ce qu'est pour moi la poésie. Oui. Mais restons-en pour l'instant à l'enfance, avec cette belle interprétation de Martine Kaplan que notre public connaît, puisqu'elle a mis en musique René Guy et Hélène Cadou. Donc c'est une voix que les Nantais connaissent et qui t'inscrit déjà dans une espèce de filiation avec, l'esprit Cadou de l'école de Rochefort. Voilà. Oui, tout ce que d'aucuns, notamment Jean Breton, a appelé la poésie pour vivre. Hein, donc, voilà, effectivement, bon, c'est dans cette filiation, dans cette famille de poètes du monde sensible, la poésie de la mémoire sensible aussi, c'est dans cette filiation que je m'inscris. Alors l'enfance, évidemment, dans cette perspective, a forcément est très prégnante parce que l'enfance, c'est, j'aime pas le mot, mais s'il y a une magie de l'enfance, c'est que tout y est fort. Toutes les émotions sont fortes et par conséquent les mots eux-mêmes, leur charge souvent viennent de là parce que c'est le moment où ils se sont chargés le plus intensément. Alors, moi, je reconnais que la nostalgie m'habite. Je sais qu'il est de bon ton de dire « Ah non, la nostalgie, non ». Je ne la justifie pas. Elle est là, c'est tout. Mais je ne suis pas que nostalgique. Ce qui est grave, c'est de s'arrêter à la nostalgie, je crois. C'est-à-dire si la nostalgie détourne du présent ou détourne de l'avenir. Ça, c'est effectivement dangereux. Mais pour autant, la nostalgie, moi, je ne vois pas pourquoi il faudrait la renier. La nostalgie, il est normal qu'on soit habité par ce qu'on a vécu, de bon ou de mauvais. Et quand c'était plus ou moins bon, il est normal aussi, me semble, qu'on en ait quelques... le regret voilà, parce que quand même ce qui est peut-être la source de la poésie et ce qui nous meurtrit le plus quotidiennement, c'est quand même le temps. C'est la fuite du temps, c'est le fait que la marche à l'envers, la marche arrière est impossible, qu'on ne fait pas demi-tour, et je crois que c'est une des choses les plus douloureuses pour les êtres humains. Et voilà, moi c'est cette condition de vivant fragile. Et cette condition aussi de vivant plus ou moins solidaire, mais de vivant semblable, puisque c'est notre condition, on fait semblable, nous sommes dans la même galère. C'est cette condition qui, pour moi, est la source de la poésie. C'est à partir de là que j'écris, voilà, parce que je crois que je peux partager avec d'autres quelque chose qui est pas forcément identique, mais qui est de même famille dans les émotions, pas seulement dans les émotions d'ailleurs, c'est pas qu'une affaire affective, c'est aussi une approche du monde presque philosophique, voire métaphysique. Mais la poésie est aussi une manière et l'écriture est aussi une manière de sauver en soi une part d'enfance. C'est cette part d'enfance qui ne veut pas être oubliée, qui ne veut pas disparaître. Oui. Alors la poésie est beaucoup de choses, enfin et l'écriture. C'est une rémanence en tout cas de l'enfance. Mais entre autres choses, oui, on sauve par l'écriture, comme d'ailleurs je pense par la peinture, et certainement par la musique, encore que ça soit un peu plus compliqué. Ah, c'est extraordinaire. C'est ça, l'enfance ne veut pas... Qu'on le veuille ou non, l'enfance est là et elle s'impose. C'est formidable. Au moment où je parle de résurgence de l'enfance par l'écriture, les mots reviennent. Alors vraiment, on ne peut pas faire mieux. Hein. Oui, effectivement, on écrit aussi pour sauver.
Je disais le temps, la marche du temps, la fuite du temps. On a envie de sauver des choses. Moi, je me revendique volontiers d'une poésie du quotidien, mais encore qu'il faudra, on y reviendra sans doute à la fin. Je me suis revendiqué en tout cas d'une poésie du quotidien, dans la mesure d'abord où je ne sais pas trop ce qu'on vit d'autre que le quotidien, mais parce que la richesse des vies allait dans le quotidien. Elle s'y inscrit, même si il y a des épisodes exceptionnels, plus forts que d'autres dans une vie, voire qui la bouleversent. D'abord, ils s'inscrivent quand même dans une trame quotidienne, parce que c'est quand même, on a que ça, le quotidien. Et puis, bon, je pense que pour la plupart d'entre nous, les richesses de la vie, sont au quotidien, sont dans des petits instants, des riens, je ne sais plus qui parlait, je crois que c'est Jean Antonini, le poète, qui parlait des riens du quotidien. Bon, rien entre guillemets, bien sûr, parce que ces riens sont beaucoup. Et bon, je crois qu'il ne faut pas les négliger. Voilà. En tout cas, il ne faut pas les négliger. C'est dire quelque part, c'est Charles Minetti qui disait, la poésie, c'est donner du mérite à la vie. Voilà, tout bêtement, donner du mérite à la vie, c'est d'abord savoir repérer et mettre le doigt sur ce qui lui donne du poids, du mérite, de la valeur. Et puis c'est pas le perdre, le sauver quelque part. Alors le sauver par les mots. Donc tu le disais, j'écris des romans, j'écris des nouvelles. J'écris même du théâtre, ça c'est récent. Mais la poésie, pour moi, est première quand même. Parce que la poésie, c'est cette démarche presque fondamentale de retenir, de capter quelque chose. Et de le traduire, non pas vraiment avec des mots qui cernent, qui découpent, qui détournent, qui emprisonnent, mais avec des images qui suggèrent et qui laissent, pour employer un terme un peu, qui laisse fonctionner la polysémie. Alors, on va le dire autrement, qui font vibrer tous les échos qu'il y a dans ce mot. Ces échos, c'est les échos qui met une société à un moment donné, et que l'histoire personnelle met aussi. Et il se trouve que, bon, bien sûr, on n'est pas... Pourquoi on préfère certains auteurs à d'autres, et pourquoi on vibre plus à certains qu'à d'autres, c'est parce que l'histoire personnelle, plus ou moins, se recoupe. Mais il est bien évident quand même qu'on partage, je sais pas moi, 80% de choses qu'on a en commun, quoi. Les vivants d'une même époque et même d'autres époques. Je lirai un texte tout à l'heure, Frères de terre, où j'exprime un peu ça. Mais avant d'aborder cette question de l'altérité, je voudrais qu'on en revienne encore un peu à l'enfance. En tête d'un de tes poèmes, en exergue, tu cites 2 vers du poète Michel Dunant, oui, qui dirige la Maison de la Poésie d'Annecy. Michel Dunant disant que l'enfant persiste, il signe, il saigne. Alors il persiste, je crois que c'est évident pour tout le monde. L'enfant... On n'en guérit pas, comme disait l'autre, on ne guérit pas de son enfance. Je pense qu'effectivement, il persiste. Il signe, parce que bien des choses dans la vie, ce sont les choix que l'on fait souvent ont leur origine quelque part dans l'enfance et dans une sensibilité qui s'est façonnée à ce moment-là, une sensibilité ou des idées ou des conceptions du monde ou des choix. Et puis il saigne, parce qu'effectivement, l'enfance, c'est le moment où aussi il a fallu progressivement, et avec le temps, l'enfance, c'est pas un moment unique et uni, c'est aussi une progression vers l'adolescence, et donc c'est des moments où des choix ont été faits, mais aussi où des portes s'ouvrent, mais d'autres se ferment. Je pense que c'est toujours douloureux, une enfance. Alors peux-tu nous dire plus concrètement ce qui reste de ton enfance, hormis Brassens, que tu continues à écouter assidûment. Je n'ai pas une enfance malheureuse, mais j'ai une enfance, moi je suis né à Paris, je suis parti à 11 ans, j'ai suivi mes parents, qui sont partis de Paris, on est allé en Sologne pendant 1 an. Il y a eu des drames familiaux qui font que la période pour moi était difficile. C'était 11 ans, je suis resté qu'1 an, pour moi et pour mon frère, qui est un peu plus jeune que moi. Et là, d'une certaine manière, j'ai fait l'apprentissage du divorce et du fait que la vie pouvait tourner mal. Voilà. Et puis, l'année d'après, on s'est retrouvés
à Toulouse, donc, où moi j'avais de la famille, des cousins, des cousines, et où j'étais venu en vacances. Et c'était, alors là, l'inverse, c'était un peu un paradis, puisque j'avais des souvenirs, des parties de pêche, des jeux avec les cousines, avec les cousins, et là, ça a été le jour où j'ai su qu'on partait à Toulouse, c'était un des plus beaux jours de ma vie, quoi. Donc voilà, c'est très mélangé, mais l'enfance est indissociable des lieux qu'elle fréquente. Voilà, c'est ça. Les lieux sont importants. J'ai écrit un autre bouquin qui était paru à la Table Ronde, qui est épuisé maintenant, qui s'appelait Entre les lignes, où je parlais des lignes de chemin de fer, parce que j'ai une certaine dilection ou prédilection pour les trains. Et bon, les trains, pour les aborder, c'est une métaphore de l'écriture pour moi aussi. Les trains sont des perceurs d'horizon. Bref, mais je ne pouvais parler de ça qu'en l'appuyant, qu'en l'ancrant à partir de lieux. Alors il y a des lieux différents, La Rochelle, parce que j'avais des souvenirs très particuliers là, bon, Toulouse et d'autres. Les lieux continuent à porter, parce que c'est là où des émotions se sont cristallisées. Une émotion se cristallise sur quelque chose, pas sur rien, quoi. C'est comme le grain de poussière qui permet au flocon de se cristalliser, ou dans d'autres cas à la bulle de se former dans un liquide où il y a des gaz. Je prends une métaphore physique, mais j'aime bien. J'ai écrit tout un bouquin qui s'appelle L'obscur vertige des vivants, qui est une métaphorisation des lois de la physique, parce que je ne crois pas aux compartimentations entre les mondes. Je suis comme j'aime bien la démarche, par exemple, de quelqu'un comme Guy Evic, qui a écrit les Euclidiennes, des poèmes qui sont des métaphores, des figures de la géométrie euclidienne. Voilà. Et ces passerelles entre les maths, les trucs, pour moi, sont importantes. Donc voilà, c'est une parenthèse, ça, mais revenons à l'enfance. Alors tu évoques la métaphore de la cristallisation à travers ces belles images. Au début du poème intitulé L'enfance, il y a la métaphore du levain. Oui, en fait, du levain. L'enfance qui sème ses levains, des levains qui fermentent tout au long de l'existence. On va entendre ce texte. Oui, je vais le lire. Je vais le lire. Et juste l'image, la première image, en fait, elle vient des marais Poitevin, où j'étais en barque et où, effectivement, vous savez, quand on remue un peu la vase, tu vois, il y a des bulles qui remontent. Ces bulles, c'est du méthane, en fait, donc ils s'enflamment. Voilà. Et j'ai trouvé, sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est aussi ça, la poésie de l'enfance. Pas la poésie tout court, mais la poésie de l'enfance, c'est-à-dire remuer des bouts, faire monter des gaz et se débrouiller pour les allumer à un moment ou à un autre. Voilà. Donc j'avais envie de partir de cette image. Et après, je décline ça. Donc, ça s'intitule L'enfance. Donc les 2 vers de Michel Dunant. L'enfant persiste, il signe, il saigne. Partout, l'enfance a semé les levains qui prolongent sous le couvert de l'oubli, dans les vases qui fermentent, les émotions anciennes. Elle a lancé sur les rivières des radeaux que le moindre gué accroche, poudré de lentilles d'eau les canaux où crèvent les bulles de méthane qu'on enflamme d'une étincelle, d'un rien. L'enfance a oublié des barges dans ses biefs et des insectes séchés dans des boîtes d'allumettes. Elle a caché dans la broussaille poudreuse des étés des ombres et des élans freinés, abandonné des araignées figées sur des murs blancs. Mais l'enfance a préservé, sous son aile, le vent qui porte et sauve de la médiocrité. Elle a poussé des tourbillons de sable à travers les crinières de la mer jusqu'à la plage d'aujourd'hui, pour fouetter la peau froide des baigneurs et des nageurs craintifs la chimère. Et tout cela nous fait cortège. Les pages cornées sur les mots empêchés, la comédie des chagrins, le poing serré de l'impuissance. Ici même, et par le travers des ans, recroquevillé sous l'avalanche des jours, c'est tout un ailleurs qu'une enfance amène avec elle, fait d'embruns d'horizon, d'une énergie marinée dans le désespoir de ne pouvoir jamais refaire la route à l'envers. L'enfance, c'est tout de nos désirs et de nos plaies. Elle a conservé de notre histoire le fin mot. Sous le couvert des vases qui fermentent et des reflux du temps,
elle nous ravitaille encore à l'âge où dans le provisoire, on s'installe définitivement. Merci Michel. Est-ce que finalement l'enfance n'est pas ce moment de la vie où l'on peut être pleinement soi-même, c'est-à-dire avant que le jeu ne devienne tout à fait un autre ? Parce que je compare ce texte à celui qui ouvre ton précédent ouvrage, une anthologie personnelle publiée aux éditions Le Castor Astral, livre intitulé « De chair et de mots ». Et le livre s'ouvre sur un texte intitulé « L'adolescent chimérique ». Oui, c'est un texte, l'adolescent chimérique, c'est mon premier recueil publié, en fait, chez Chambellan, déambulatoire, que j'ai repris longtemps après, à la demande d'ailleurs d'un éditeur, d'un poète. Puisqu'il s'agit d'une anthologie personnelle. Voilà. On rappellera que le principe, c'est qu'au fond, le livre est constitué des étapes successives de ton œuvre poétique. Moi, l'identité... c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Je est un autre, mais je crois à tout âge, et même dans l'enfance. Je ne suis pas sûr qu'on sache si facilement ce que l'on est. On est un élan, bien sûr, dans l'enfance, et dans toute sa vie, mais dans l'enfance, on est un élan, on est porté vers, on est cette attirance, mais en même temps, on est plein de freins, de peurs. Tout cela nous constitue, quoi. On commence à se reconnaître chez les autres aussi dans l'enfance. Donc, on voit bien que le petit copain, il a mal comme nous, la même chose. Enfin bref, donc moi, l'identité, je ne sais pas répondre. En vérité, je ne sais pas ce qu'est le moi, ce qu'est le je. En poésie, je l'emploie pas mal parce que je ne sais pas faire autrement, mais ce franchement, c'est très rare que je le referme à ma propre personne. Moi, que je dis je, mais j'englobe tous ceux qui pourraient dire je avec moi. Je veux dire, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Ce je est multiple, en fait. Oui, de la même manière que la seconde personne, le tu, est extrêmement présent dans ta poésie. Il n'y a quasi pas un poème qui ne soit d'une manière ou d'une autre, de façon plus ou moins détournée, une adresse à autrui. Oui, alors la poésie est aussi une forme d'adresse, mais à qui? Voilà, bon, moi je sais qu'elle l'est aux autres, mais enfin, c'est un partage, c'est un dialogue d'intimité à intimité. L'adresse, je suis tenté de dire que oui, la poésie est une forme d'adresse, mais à qui? Enfin, je suis athée, en donc tout cas, pour moi la poésie ne procède pas de la hauteur et du transcendant non, la poésie est quelque chose qui procède d'abord de la langue et de l'échange, voilà, de la langue et de l'échange avec autrui. Et avec le monde, hein, bien sûr, mais l'échange avec le monde, l'échange avec la langue, l'échange avec autrui, tout ça c'est... ça se referme. Alors dans cette espèce de trinité humaine qu'est le je, le tu, le il, c'est-à-dire la première personne, l'être auquel on s'adresse et l'être dont on parle, il semble que les deux premières personnes trouvent une place majeure dans la poésie et qu'en revanche le il, celui dont on va parler, soit le domaine d'élection et de construction de l'écriture narrative romanesque. Oui, bien sûr. L'écriture romanesque, ou même celle de la nouvelle, bien que la nouvelle soit pour moi l'intermédiaire entre la poésie et le roman, mais l'écriture romanesque, il est bien évident qu'on fait passer quelque chose, disons du sens pour simplifier. Hein. La signification, elle passe entre autres à travers une histoire, une anecdote, à des personnages, donc quelqu'un qu'on tient à distance. Et puis bien sûr aussi après, à travers les mots, les métaphores, tout ce qu'on pourra mettre en place aussi au niveau du langage, même de prosodique, parce que même dans un roman, il y a bien évidemment toute une part d'exploitation prosodique de la langue, mais quand même le roman, c'est des histoires et c'est une façon de compter, mais ce sont des personnages. Quoi. Sans personnage, il n'y a pas de roman. Et donc c'est le il, quoi. Effectivement, c'est la mise à distance. La poésie, il n'y a plus que le langage. Bien sûr, dans la poésie épique, il y a encore la narration, mais la poésie épique, aujourd'hui, il y en a très peu. En fait, là, par rapport au roman, la poésie désaffuble l'écriture de l'ancrage spatio-temporel, de la question des personnages, de la psychologie.
Oui, finalement, on procède par soustraction pour arriver à cette essence, parfois tout à fait minimale, Ah oui, oui. où ne subsistent peut-être que des situations d'interlocution. Ouais, je ne dirais pas que par soustraction, parce que la poésie exploite aussi, et quand même, par rapport au langage ordinaire, ou même au langage romanesque, elle exploite des données de la langue, ou pardon, je cherche mes mots, des attributs de la langue que le langage ordinaire n'utilise pas. Je pense à la couleur des mots, je pense au rythme des phrases, je pense à tout ce qui fonde la prosodie. La poésie, le langage ordinaire fait que tous ces éléments matériels du langage sont oubliés, sont négligés, et on est dans l'utilisation, comme disait Sartre, de la transparence de la langue. Tandis que le poète, alors bon, c'était le reproche qu'il faisait au poète, le poète utilise les mots comme des objets dans leur matérialité, ce qui me semble faux. Mais il est vrai que le poète exploite, fait sens avec la matérialité de la langue, ce qui n'est pas si courant, quoi. Hein, et c'est une façon encore de ne pas enfermer le sens, de le faire rayonner, de suggérer plus que de cerner. C'est important, parce que la poésie est aussi le territoire, quelque part, et à la fois de la justesse et de la, bon, je reprends le terme, de la polysémie, c'est-à-dire des échos, des vibrations, du rayonnement. Et donc, aussi, je pense que c'est d'une grande... elle ouvre sur quelque chose qui est le contraire du dogmatisme. La poésie est accueillante. Oui, oui. Dans le sens, enfin, oui. Alors pour bien matérialiser cette distinction, cette différence entre prose et poésie, j'ai envie de te demander de te livrer un exercice extrêmement simple. 2 livres sont parus pratiquement en même temps. Un présent qui s'absente, donc le recueil pour lequel tu es ici aujourd'hui, et puis La part du diable, recueil de nouvelles noires, publié au Bruit des autres, peut-être 3, 4 mois, 6 mois avant la parution d'un présent qui s'absente. Voilà. Alors, dans ces eaux-là. Je voudrais te demander, même si l'exercice peut paraître un peu singulier, de nous lire la première page, le premier texte d'un présent qui s'absente, et puis peut-être de nous lire la première page de ce recueil de nouvelles. Oui, c'est pas la même chose. Alors, la première page, c'est le poème qui s'intitule « En terrasse » que j'ai dédié à Guy Goffet, un ami. Que fait-on là ? Posé en terrasse, le cœur brouillé et le regard rempli de cette lumière d'avril où passent des gens. Que fait-on là ? Café en main, un moment seul et content de l'être, dans les dernières transparences de l'hiver, à sentir le parfum d'un printemps qui s'annonce plutôt comme une fin. Que fait-on là ? Sur cette place où mouraient les manifs. On se souvient des mots d'alors qu'on avait envie de remplir de vie, et des drapeaux qui ne servaient qu'à célébrer le vent, comme des robes, oui, comme des voilures de filles, légères. Mais que fait-on là ? À frissonner dans les vertiges du temps. Les gens qui passent sous leurs pas tassent des années perdues peut-être, ou seulement consommées. Comment savoir ce qu'il en est des heures qu'on ne compte pas, des vies qui ne comptent guère ? Comment savoir si l'on est toujours de ce monde, là, en terrasse, en vacances de projet et les yeux pleins d'avril. Si l'on a quelque chose à dire encore à ces gens qui ne veulent recevoir que la confidence des mobiles, quelques chansons remuées, quelques bavures de l'âme. On donne une pièce au SDF bouclant son tour de table comme on ferme une porte au nez des importuns. Et l'on suit d'un œil torve le skateboard qui racle au fond des oreilles tendres, le gris dur du trottoir. Que fait-on là, en terrasse, le cœur barbouillé ? Un avion laisse là-haut, dans un bleu livide encore, la chantilly amère des voyages remis. Et c'est alors qu'on sent en soi le sable qui s'écoule, la mort qui prend ses aises, une jeunesse qui remonte dans la gorge comme un sanglot ravalé longtemps. Que faisait-on là, jadis, en terrasse, quand l'avenir donnait sur la mer ? Où et quand s'est-elle donc éteinte la lumière du muscadet et la voilure des filles et la ferveur des mots ? Oui,
Que fait-on là avec des questions bêtes à pleurer? Et l'ironie en coin des lèvres, juste pour se défendre de soi. Comment savoir si l'on est toujours de ce monde, là, en terrasse, et les yeux pleins d'avril? C'est un jour de beau temps, un jour à découvrir sur le canal un premier voilier remontant au moteur vers l'été, un jour à croiser des jambes nues et des chemisiers clairs, même si le fond de l'air est encore un peu frais, un jour à rentrer la tête dans les épaules pour oublier qu'on fait déjà route dans l'autre sens, pour se persuader que le calme, après la tempête, a du bon. C'est quoi, ce remugle du temps qui s'invite en terrasse et ces printemps enfuis qui brouillent la vue? Ce n'est rien que la lumière d'avril où passent des gens, rien que le cœur qu'on démate pour passer sous les ponts. Et puis, je vais peut-être faire entendre cette première page du recueil. Donc, c'est la nouvelle éponyme intitulée « La part du diable ». Le festival du polar s'achevait avec un cadavre, et pas n'importe lequel. Le cadavre d'un ancien commissaire de police, retrouvé noyé le dimanche matin dans la Charente, les mains menottées dans le dos. Assez logiquement, on avait éliminé l'hypothèse du suicide. Restait celle du meurtre. C'est pas vraiment un cadeau, avait beau rétorquer Bernard, l'organisateur de la manifestation, aux journalistes ameutés. Ceux-ci persistaient à parler d'aubaine pour le festival. De quoi voir rouge. Nous avions commencé par nous étonner. Entre Joël Sarancol et le commissaire Lucien Maubec, l'inimitié ne datait pas d'hier. Elle était même de notoriété publique. Comment Bernard avait-il pu envisager de faire venir les deux auteurs qui avaient déjà été invités séparément pour une même édition? C'est banal, une bourde, une simple bourde, nous avait-il confié en aparté lors du premier repas pris en commun qui avait réuni le vendredi les romanciers déjà arrivés à Cognac. Au départ, on s'est mélangé les crayons. Dans un second temps, on a hésité. Lequel décommander et sous quel prétexte? Et puis on s'est dit qu'on verrait bien que ce n'était quand même pas un drame. Évidemment, après coup, il était facile de prétendre que la décision avait été plutôt aventureuse. Mais le bruit avait couru que les deux hommes s'étaient plus ou moins réconciliés. Un passage récent sur un plateau de télé, au cours duquel leur passe d'armes s'était déroulé à fleuret moucheté, avait accrédité cette rumeur. Voilà, je m'arrête là, c'est le début d'une nouvelle que je vous invite à lire, donc dans La part du diable et autres nouvelles noires aux éditions Le bruit des autres. Oui, bon, évidemment, ce n'est pas les mêmes écritures. La part du diable, c'est une... je crois qu'il y a 13 nouvelles, qui sont des nouvelles... je dis noires plutôt que policières. J'ai écrit des romans noirs aussi, plutôt que policiers. C'est-à-dire les romans où il y a une forme de violence qui est là, mais pas forcément d'ailleurs des morts. Enfin, il y en a, mais pas toujours. Là, ici, il y en a. Mais bon, ce sont aussi des nouvelles qui se veulent humoristique, hein, à deux exceptions près, puisqu'il y en a une qui a trait à l'explosion à Toulouse d'AZF, donc c'est difficile ça a été écrit à chaud en plus, bon, enfin bref. Donc, mais ces nouvelles ont autre chose, ils ont donc toute une quête et une enquête. Moi j'aime bien mêler les deux, c'est ce qui m'intéresse dans le roman ou la nouvelle noire, c'est la quête et l'enquête mêlées. Mais en même temps, il y a toujours la littérature qui est présente. Là, c'est un règlement de compte entre auteurs par personnage interposé, enfin avec d'autres histoires, mais dans d'autres cas, enfin la littérature de manière ou d'une autre, c'est des personnages aussi qui s'expriment, un auteur qui part à la rencontre de ces personnages. Ce sont toujours des nouvelles réalistes, je veux dire, je ne suis pas dans le fantastique, ni dans le merveilleux, des nouvelles réalistes, mais l'imaginaire, quelque part, vient perturber le réel. Et bon, c'est aussi, je crois que l'imaginaire est toujours là. On est des êtres de chair et de mots, mais on est aussi des êtres... qui perçoivent la réalité à travers bien des pas des œillères, mais bien des prismes, et puis des légendes, et puis des outils certes objectivants, hein, que ce soit la lunette du microscope, mais par ailleurs des légendes, des mythes, bref, tout ce qui, des idéologies, et donc
Le réel nous joue des tours, mais l'imaginaire nous joue des tours. Voilà. Et bon, c'est pas. Par ailleurs, c'est pas. Alors, je dis la nouvelle n'est pas forcément. Enfin, quelque part un intermédiaire entre le roman et la poésie. Pour moi, du moins, c'est toujours caricatural quand on fait des raccourcis comme ça. Mais je pense que le roman est quelque chose de linéaire. On raconte et on développe un sens progressivement à travers une narration. Et des personnages qui changent, qui vivent quelque part leur destin. La situation n'est pas la même au début qu'à la fin, comme dans la tragédie classique, quoi. Bon, et donc c'est linéaire. En revanche, bon, dans la poésie, il y a pas cette temporalité n'existe pas. Tout est donné comme un présent perpétuel, d'une certaine manière. Et en revanche, dans la nouvelle, on a un peu les deux. La nouvelle fonctionne souvent par cercles concentriques. On part d'une image ou d'un petit fait, et puis d'un seul coup, le passé remonte à travers ce fait, et puis l'avenir se dessine, enfin, jusqu'à la chute, quand il y en a une, ce qui est fréquent dans la nouvelle. Mais ça fonctionne sous un autre mode, où d'ailleurs la langue a beaucoup d'importance. Moi, dans mes nouvelles, souvent, j'emprunte leur langage à des personnages, à une Pocharde, par exemple, ou à un Clodo. Voilà. Et j'aime bien jouer de la langue des autres aussi, parce que... Enfin, de la langue. Du langage des autres. C'est pas la langue, puisqu'il faudrait être... c'est pas mon cas... linguiste ou vraiment polyglotte, mais la langue... C'est-à-dire que le mode d'expression a de l'importance, beaucoup plus que dans le roman. Voilà. On pourrait dire que le roman est au cinéma ce que la poésie est à la photographie, et que finalement la nouvelle, ce serait un peu le court-métrage. Oui, c'est un peu ça. Oui, voilà. Je crois. Oui. Est-ce que c'est valable également pour les conditions d'écriture ? Comment s'organise le choix dans ta vie quotidienne d'écrivain entre poésie et récit, court ou long ? Oh, c'est jamais exactement la même chose. Est-ce que ce sont des choix qui sont conscients, volontaristes, raisonnés, ou au contraire, tu obéis à une impulsion qui est celle du besoin d'écrire un poème ou d'aller vers une mise en récit ? Oui, c'est pas simple non plus, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on ne passe pas de l'un à l'autre. Si je commence sous le mode narratif du roman, je vais pas aller à la poésie en cours de route, et inversement, si je commence un poème, il va pas se transformer en nouvelle ou en roman ou en début de roman. Le poème ne peut pas être une matrice d'écriture narrative. Pour certains romanciers, c'est le cas. Hein. Nous avons eu l'occasion, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ici même, de parler il y a 2 ou 3 ans de Margaret Atwood, une grande romancière canadienne anglophone qui écrit des livres qui ne sont pas loin de la science-fiction. Et en fait, on s'est rendu compte que sa poésie, qui est très peu connue, est la matrice de ces romans, et parfois même, je dirais, le terreau dans lequel l'œuvre romanesque s'est enracinée. Pour toi, ce n'est pas le cas. Hein. Je parle de l'écriture, parce que ensuite, le sujet, je sais qu'il y a pas mal de mes poèmes, je pourrais peut-être, à partir de ce qu'ils ont développé, je dis on parce que le poème a son autonomie, ce qu'ils ont développé, réécrire une nouvelle derrière sur ce même thème en reprenant presque les mêmes lignes de fuite ou de... Mais l'écriture elle-même, non, parce que quand je parle sur l'écriture poétique, c'est pas l'écriture de la nouvelle et c'est pas l'écriture du roman. Alors après, est-ce que tout ça est très raisonné en poésie? Non, moi je travaille avec des images. Je note des images, des choses qui... Et puis, bon, j'essaye... Mais on ne s'assoit pas en disant, tiens, je vais faire un poème, quoi. C'est pas vrai. En revanche, on peut s'asseoir et dire, j'ai 4 heures devant moi, je peux avancer le roman sur lequel je suis. Oui, c'est possible. Oui. Enfin, c'est pas simple non plus, parce qu'il faut s'immerger dans le roman. Il ne faut pas le lâcher longtemps. Il ne faut pas le lâcher trop longtemps. Mais le rapport à l'écriture et à l'émergence de l'écriture n'a rien à voir. Oui, exactement. Je crois que vraiment là c'est différent. Ouais. Alors après, bon, comment le poème prend? On a des images, on travaille, ça prend ou ça ne prend pas. C'est comme la mayonnaise. Une fois que c'est retombé, il est bien difficile de la récupérer. Et je crois que le poème c'est pareil. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une grâce. Du langage, ça serait difficile c'est difficile de le définir, mais bon, qui fait que les choses vont tenir ensemble ou pas. Avec les silences, comme dans une émulsion, il y a du vide. Et ben, dans un poème, il y a des silences aussi, des bulles de silence qui se créent là où il faut. Des mots qui entrent en résonance ou n'entrent pas. Ça, c'est plutôt les harmoniques. Enfin bref, il y a des choses tellement complexes qu'on ne les maîtrise pas. Moi, je ne prétends
à peu près rien maîtriser. Par contre, ce que je maîtrise, c'est le moment où je dis, bon voilà, j'ai ça, ça vaut ou ça vaut pas. Et ce moment, moi, il est important. Valéry disait, un poème est terminé quand on l'a accepté de soi-même définitivement. Et je crois que c'est le second temps de la création. Dans un premier temps, on a l'inspiration, si on veut, je le mets entre guillemets. Ça fait un petit moment qu'on tourne autour du mot sans que... Le mot inspiration. Oui. Oui, bon, mais je l'en mets avec guillemets parce que c'est pas quelque chose qui tombe ici, c'est quelque chose qui sourd et de l'histoire personnelle et du langage et des événements. Alors, c'est là et on en fait... Alors, bon, dans un premier temps, le langage lui-même nous amène des images, et puis notre vie, et puis notre inconscient. N'oublions pas que la littérature, comme tous les arts, c'est aussi l'exploration de la part obscure de chacun, hein, et de tous, l'inconscient collectif aussi. Donc, tout ça, ça émerge. On en fait. Après, ça rentre en résonance, ça se structure ou non. Mais une fois que c'est plus ou moins structuré, après, il y a le deuxième temps, il est important, parce que pour moi, c'est la dimension sociale de tout art. On se dit, ben, voilà, j'en fais quelque chose. Ou on se dit, bon, ben, c'est comme ça, je suis content, j'ai fait quelque chose. Voilà, j'ai fait quelque chose, on l'appelle œuvre, et puis je le donne à lire. Moi, c'est quelque chose, je me suis battu contre ça, j'ai créé une revue à l'époque, dans les années 80, contre cette forme-là qui, quelque part, exclut l'autre. L'œuvre, c'est parce qu'on sort. Il y a ce qu'on appelle la catharsis, on vide son sac, quoi. Bon, mais ça, c'est de la thérapie. C'est pas de l'œuvre. Voilà, l'œuvre, c'est quand on cherche l'autre. Alors, il faut pas écrire dans l'intention de capter, de séduire l'autre. Ça, c'est de la démagogie. Mais il faut savoir, quand on écrit, à un moment donné, dire bon, ben ça, je suis passé à côté, ça ne fera pas. Je n'ai pas le souci de l'autre. L'autre n'est pas dans ce texte, voilà. Ou le souci de l'autre n'y est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est pas une adresse quelque part. On revient à cette. Et à ce moment-là, on fout la poubelle. Le risque majeur pour l'écrivain, le poète, c'est de s'écouter écrire ou de se payer de mots. Enfin, oui, de se payer de mots. Voilà. Quelque chose dont on reparlera dans un moment. C'est un texte qui clôt le recueil et qui s'appelle Payer de mots. Alors, il arrive que l'écriture poétique prenne la forme d'un travail, y compris d'un travail collectif. C'est le cas dans une série de textes que tu as publiés dans ce recueil intitulé « Un présent qui s'absente ». Je pense à cela, à la série de poèmes sur l'autre et notamment à la courte série intitulée « Le chant des migrants ». Est-ce que tu peux nous parler un peu des conditions dans lesquelles ces textes ont été écrits et puis nous faire entendre quelques-uns d'entre eux? Oui, alors c'est une association sur Toulouse, mais il y en a ailleurs, qui aide les migrants ou les personnes en difficulté avec la langue à s'exprimer à travers la langue. Ce n'est pas des cours d'alphabétisation, qui sont tout à fait louables, mais qui ont pour but, pour dessein de maîtriser un outil, qui est la langue. C'est pas exactement ça, c'est donner les moyens à ces personnes d'utiliser la langue comme moyen d'expression, pour s'y retrouver et pour l'aider à se construire. Alors bon, ce travail, c'est fait depuis des années. Et il y a un prix qui s'appelle le Pied à l'encrier, qui est remis chaque année donc à des textes et à des personnes en réapprentissage de la langue. Voilà. Et souvent, ce sont des textes pathétiques dans leur simplicité, mais qui sont très, très chargés, parce que ils ont traversé beaucoup de silence pour émerger. Alors, bon, j'ai fait partie plusieurs années du jury on était plusieurs, bien sûr, des jurys qui ont déterminé quel texte méritait, c'est d'ailleurs pas le mot, mais quel texte nous paraissait le plus porteur dans ce sens-là. Et puis, il y a eu une année, on a travaillé autrement. J'étais avec Majid Cherfi, avec Abdelkader Djemaï, et avec Marie Didier, et puis, je ne sais plus, il y avait quelqu'un d'autre encore. Et on nous a demandé de retravailler avec ces personnes à partir de leurs images. Et voilà. Et alors, chacun a fait quelque chose. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une publication à l'époque collective. Et j'ai repris ces textes-là. Donc, ce sont des textes, je vais en lire quelques-uns, ce sont des textes
qui s'appuient sur, qui sont des histoires vraies, quoi, hein, ce que nous ont raconté ces personnes. Et bon, c'était alors eux, ils avaient leurs mots, nous on l'a dit avec les nôtres. C'est pas la même chose, mais c'est appuyé sur quelque chose. Voilà. Et je l'ai intitulé le chant des migrants. Bon, je vais en lire, 3, 4, enfin, ceux qui me paraissent s'articuler. Il se prénomme Kera, Cybèle, Yamina ou Vanhua. Ils débarquent à peine ou sont arrivés depuis longtemps et sont de tous les continents. Leurs pays sont toujours lointains, trop loin d'eux et d'aujourd'hui. Ils existent cependant très fort, leur pays, plein d'odeurs et de lumière, mais dans une autre vie et dans un autre temps. Ils se prénomment Tamimoun, Daré ou Nuré. L'horizon, ils l'ont convoité, rattrapé et même un jour dépassé. C'est là qu'a commencé pour eux cette étrange contrée que l'on appelle l'exil. C'était au début du XXe siècle. Concheta fuyait à Ventimille les olives et le pain sec de sa Calabre. Aujourd'hui, c'est Linda la Congolaise qui a subi 33 jours de viol et de torture avant de s'évader et qui arrive en France. Je reprends mes sourires, dit-elle. Monica, elle, ne les reprend pas. Un mariage lui a fait quitter sa Roumanie, ce qu'elle estime avoir été une vie ni riche ni pauvre, très belle pourtant. Et dans cette transplantation, comme beaucoup d'autres, c'est elle-même qu'elle a perdue. Quand on regarde Mouna dans les yeux, on voit plein de tristesse. Cela la dérange et lui fait baisser la tête, par pudeur, raconte-t-elle. Alors qu'elle n'a rien à se reprocher, Mouna, seulement de s'être sauvée, au propre comme au figuré, devant l'homme qu'on voulait lui imposer. Seulement d'avoir choisi la dignité au prix de la solitude et de l'exil. Seulement d'avoir laissé ses chances à l'amour. Voilà, ils sont de tous les continents et de toutes les douleurs. Ces voyageurs-là n'ont pas rêvé ailleurs, ils l'ont subi. Pour son départ, Tran rappelle qu'elle était malheureuse, que ses tantes et ses oncles, ses cousines et ses cousins étaient tristes et que tout le monde pleurait. À son chien resté au Vietnam, elle a offert un collier pour qu'il ne l'oublie pas. Et le chemin fut long. Elle se souvient qu'en fermant les yeux, elle avait pensé qu'elle était comme une poupée qu'on met à la poubelle. Puis elle est arrivée en France, dans la ferme de l'oncle qui l'accueillait. Il y avait là-bas une grande maison, des moutons blancs et des arbres verts, et beaucoup de robes pour elle. Elle raconte aujourd'hui que ce n'était pas bien de faire ça. Pourtant, un jour, elle a déchiré toutes ses robes et ses jupes, et elle les a mises à la poubelle, elles aussi. Peut-être était-ce une façon de se rejoindre. C'est encore un voyage et ce n'est pas le plus facile. Il les ramène à travers la langue qu'ils essaient d'apprivoiser jusqu'à soi-même, qu'ils ont souvent un peu oublié dans la traversée des mers et des épreuves. Non, ce voyage n'est pas le plus facile, celui de l'apprentissage de l'autre à travers ses mots. Qu'on se prénomme Kissamala, Linda ou José, qu'on débarque d'un bidonville, d'un désert qui gagne ou d'un mariage forcé. Ils ont voulu crever l'horizon en forçant le destin. Ils se sont inventés un destin malcommode qu'ils n'avaient pas toujours les mots pour maîtriser. Un jour, ils se sont posés, au moins provisoirement. Alors les images sont remontées. Les flammes du coucher de soleil d'Afrique brillent comme un feu rond magnifique, chante Kera. Et les mots émergent avec une naïveté parfois déchirante. L'odeur de mon pays était dans l'herbe, confesse Sibol Kurt. Ils ont finalement crevé le silence en forçant les barrières de la langue. Ils ont conquis les mots qui aident à marcher, à soutenir sa respiration et à trouver de petits passages dans le réel vers les autres. Les mots qui éclairent le regard, des mots à habiter comme des maisons. Surtout loin de chez soi,
Ils les tiennent debout, ces mots. Eux qui murmurent avec d'arrêt « Merci de m'avoir lu ». L'horizon, ils l'ont convoité, rattrapé et même un jour dépassé. C'est là qu'a commencé pour eux cette étrange contrée que l'on appelle l'exil. Alors, on peut préciser donc que cette série intitulée Le chant des migrants est constituée, donc, vous l'avez entendu, de petites proses, poèmes en prose. Poèmes en prose, je crois, puisqu'il y a des résonances. Voilà, avec pour autant qu'on puisse... Mais en tout cas, c'est une forme qui permet d'inclure peut-être plus facilement la parole de l'autre. Ah ben oui, bien sûr, oui. Voilà. Puisque là, je m'appuie sur des séquences qui sont entre guillemets, en italique, voilà, mais qui sont des formulations... Des fragments empruntés aux personnes, aux migrants, ces migrants que tu as pu... C'est-à-dire que je voulais... Souvent, ces phrases que j'emprunte, là, sont très simples. Quand tu dis « l'odeur de mon pied est dans l'herbe », c'est très simple. Ça peut être plat, mais je voulais redonner la charge qu'ils y mettent... Par le contexte et puis par tout l'effort qu'ils ont en combattant avec la langue. Et pour recharger les mots, il faut un contexte, justement. Je pense que la poésie, c'est ça aussi. Chaque mot est rechargé. Les mots, ils s'usent. C'est comme des batteries, quoi. Ils s'usent. Et pour les recharger, c'est le contexte qui va les recharger. C'est tout. Tout ce qui est autour va les porter, va leur donner... des prolongements, des résonances, des échos. Voilà. En tout cas, il y a chez toi une volonté de donner une parole aux êtres et parfois aux choses qui n'en ont pas. Ah oui, je cite... Il y a une volonté de lutter contre le silence. Enfin... Oui, il y a une parole que j'aime beaucoup, d'ailleurs, que j'ai mise dans une des nouvelles de La part du diable. C'est de Gilles Deleuze. Il disait « Je parle pour les bêtes, pas à leur intention, à leur place. » Et j'aime beaucoup cette idée de parler à la place de ceux, des bêtes ou des gens qui ont du mal avec le langage parce que c'est pas leur langue. Voilà. Voilà. Un peu à la manière de Francis Ponge qui prenait le parti des choses. Oui. Ah ben il y a Guy Vic qui fait ça aussi. Voilà, Guy Vic l'a fait aussi. En tout cas, ces petites choses du quotidien où ces êtres laissés pour compte, injustement laissés pour compte, privés de parole, trouvent dans ton écriture une trace de leur présence et de leur passage sur Terre. Parce qu'il y a, je suis frappé, et c'est un aspect un petit peu différent, par cet ailleurs qui n'a cessé de t'attirer tout au long de ta vie, par le voyage, cet ailleurs qui prend la forme du voyage ferroviaire, des chemins de halage, des chemins de grande randonnée, de la frontière qui n'est pas là pour enfermer un être dans un territoire, mais au contraire pour ouvrir à un autre pays. Bon, tout cela est très présent dans ta vie et dans ton écriture, mais en même temps, tu n'oublies pas que ces lieux que tu n'as cessé de traverser ou de vouloir traverser sont peuplés par des êtres qui vivent difficilement leur rapport au monde et au temps. Ah ben ça serait grave de l'oublier quand même, de voyager sans... Oui, les êtres sont là, les autres sont là, puis... Voilà, et... le dialogue, on ne le réussit pas toujours, mais enfin, Qu'est-ce qui nous fonde, sinon le rapport à l'autre, voilà. Autrement dit, mais je pense tout le monde. Enfin, moi, je dis souvent, on est tous poètes. C'est une phrase que je répète, mais ça m'est arrivé un jour sur France Culture, Sophie Melot me dit c'est un peu de la démagogie. Mais non, c'est pas de la démagogie. On est poète. Pourquoi je dis ça ? Je pense qu'à chaque fois qu'on a quelque chose de difficile à partager avec quelqu'un d'autre, on va faire des efforts de langage pour arriver à dire, en quelque part, l'indicible. C'est quand les mots nous manquent qu'on fait cet effort avec la langue. Et quand on fait cet effort, on est dans la... Disons, Barthes l'utilise, ça, avec les condoléances, quand on veut faire passer vraiment quelque chose, il dit, on fait un détour. On utilise le langage pour faire un détour. Si on dit simplement condoléances, on ne fait rien passer de son empathie ou de sa sympathie. Il faut faire un détour par le langage pour arriver à faire passer des choses, par la suggestion, Et ce détour, dit-il, c'est la rhétorique et la littérature même. Moi, oui, c'est-à-dire la poésie même. Et donc, je pense qu'à chaque fois que les mots nous manquent et qu'on fait effort, pour dire quelque chose de triste ou de gai, mais pour dire quelque chose qu'on a du mal à formuler, pour faire toucher du doigt quelque chose de difficile, à chaque fois, on est poète dans ces moments-là. Alors après...
Bon, on en fait ou on n'en fait rien, on en fait quelque chose, on n'en fait rien, on continue sur cette voie, un peu de manière quotidienne, où on la garde pour les, si j'ose dire, pour les grands moments. Mais je crois que c'est quelque chose de très partagé par tout le monde. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en gros, oui, non, j'ai perdu le fil, mais peu importe. Non, le fil n'est pas perdu. Et en t'écoutant, je repensais à cette phrase de Rimbaud que tu as citée, « Je est un autre ». Peut-être peut-on la prendre dans son acception la plus littérale. C'est-à-dire que la poésie est ce qui permet de se penser soi-même, comme un autre. Ah, j'ai retrouvé le fil d'ailleurs, tu m'y ramènes. Je pense à... Todorov, Zevan Todorov, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, ce critique structuraliste qui a fait beaucoup de choses, notamment la poétique, etc., qui a écrit des bouquins sur la littérature fantastique, enfin bref. Il a écrit aussi beaucoup de choses sur l'autre, sur nous et les autres, etc. Et lui et quelques autres ont très bien défini notre rapport aux autres. Alors, notamment, il y a une formule, oui, c'est ça, je dis je parce qu'on m'a dit tu. Bon, c'est capital. On n'est que ça. On n'est que dans. Je crois que être humain, c'est être dans cette relation continuelle à l'autre. Si on n'est pas dans cette relation à l'autre, même le bébé cherche le regard de sa mère pour chercher une reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas la reconnaissance comme on l'entend dans l'univers médiatique ou merdiatique. C'est le fait qu'on existe et qu'on est humain. Et ça, on le voit dans le regard de l'autre et dans la considération de l'autre, dans la reconnaissance. Et je pense que c'est continuellement quelque chose qu'on quête, qu'on recherche, la reconnaissance de l'autre. Donc, effectivement, c'est dans ce dialogue. Alors moi, je dis d'intimité à intimité parce que le dialogue, on peut l'avoir au quotidien sur beaucoup de choses, mais quand on est dans le domaine poétique, c'est vraiment effectivement la part la plus intime, la plus pas forcément secrète, mais réservée quelque part. C'est celle-là qu'on partage. Et dans ce partage, on est dans la poésie, il me semble. Alors, je crois il est dans ce recueil un poème dans lequel tu as cherché, me semble-t-il, à rassembler tout cela avec des mots très simples et d'une grande force. Frères de terre, est-ce que tu veux bien nous le lire? Oui. Page 83. Ah, merci, oui. Oui, c'est aussi un texte. Bon, bien sûr, c'est un texte. Alors, j'aime pas trop. Enfin, si, pourquoi pas d'ailleurs. C'est pas une explication de texte, mais dire un peu le poème. J'ai pas mal de textes sur l'autre. J'ai écrit aussi toute une série sur l'autre, où je dis tout dans l'autre n'est pas alloué, pas plus qu'en soi d'ailleurs. On est dans ce même rapport. Moi, j'aime bien rester critique en même temps. J'aime pas la démagogie, d'aucune façon. Et dans la fraternité, il peut y avoir aussi beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui la bien-pensance, et je pense qu'il y en a, des formes de démagogie. Moi, je me sens effectivement fraternel avec les humains, et même au-delà. Et donc, mais ça ne veut pas dire que j'accepte tout, notamment des choses qui me déplaisent, dans le communautarisme, par exemple. Donc, je l'ai dit là aussi. Voilà. Donc, frères de terre. Je n'ai pas de frères de race. J'ai des frères de condition, des frères de fortune et d'infortune, de même fragilité, de même trouble, et pareillement promis à la poussière, et pareillement entêtés à servir, si possible, à quelque chose, à quelqu'un, même d'inconnu, à quelques frères de même portée, de même siècle ou d'avenir. Je n'ai pas de frères de race, ni de religion, ni de communauté, pas de frères de couleur, pas de frères de guerre ou de combat, je n'ai que des frères de terre, secoués dans la galère des espoirs et désespoirs, des mortels embarqués, des frères de rêves partagés et de peurs trop communes. Je n'ai pas de frères de race, j'ai des frères de conditions, bien différents et très semblables, d'ailleurs terriblement interchangeables dans l'égoïsme ou dans la compassion. Des frères, tout pétris de l'envie de partager leur solitude avec le pain et parfois le bonheur insigne d'apprendre ensemble à dire non. Je n'ai pas de frères de race, mais des frères dans le refus de n'être qu'un passant, des frères par l'art et par le chant et l'énergie déployée chaque jour à tenir tête au néant. Des frères à travers les âges, la géographie et les frontières, et qui sait même, au-delà de l'espèce, peut-être un frère en tout vivant.
Voilà, alors je voudrais répondre à ce texte que je trouve magnifique, que je suis très fier d'avoir publié, au fond, par un poème qui a été écrit par une Polynésienne que j'ai publié il y a quelques années, qui s'appelle Flora Orima Devatine, qui vit donc à Tahiti. Et je voudrais vous lire son poème parce qu'il me semble répondre avec une tonalité plus didactique que ton texte à ce que tu évoques. Le texte s'intitule « Adresse ». En deçà et au-delà de nos identités originales, de nos appartenances communautaires. En deçà et au-delà de nos langues détournées, transgressées, de nos noms reconnus, ressourcés, de nos terres, de nos îles morcelées, archipélagés, dispersés. En deçà et au-delà de nos ruptures, brisures, cassures, des clans guerriers, clans paroles, clans écriture, clans mémoire, clans histoire. En deçà et au-delà des mélopées funèbres, désespérance de nos béances, manque dans nos corps, de l'âme et de l'esprit, en nos sociétés multiples. En deçà et au-delà de tout ce qui fonde et nourrit nos interventions et écritures particulières, nous gardons et emporterons dans nos bagages quelque essence qui est, sur nos chemins de partage, l'apport par chacun de son brin de conscience, de réflexion, d'humanité, pour commencer à dire ensemble, avec nos mots, nos sonorités, nos musiques intérieures, la chose à transmettre. L'esprit de juste mémoire, tailler, ajouter, renouer, rénover, aplanir, étendre et retresser la natte humaine. Voilà, c'est un texte qui est paru dans une revue en Polynésie. Je trouve que vraiment, vous dites un peu la même chose. Cette belle image de la natte, le tissage humain, au fond, elle est présente avec des métaphores un peu différentes dans l'ensemble de ton œuvre poétique. Et elle me semble être, au fond... oui, je ne le connaissais pas, ce texte. Une manière, au fond, de définir la raison d'être de l'écriture. Parce que finalement, écrire, à quoi ça sert? C'est ça, c'est ce que... Enfin, certains répondent de manière laconique en disant « à rien ». Voilà. Mais non, moi je ne crois pas que ça serve à rien. Tu ne te contenteras pas de cette réponse. Pas plus que la musique, pas plus que la peinture, que la sculpture. Bon, non, je crois que l'art a une fonction. Les arts ont une... Alors bon, l'art, ça fait très prétentieux de dire ça, mais c'est la démarche dont je parle, la démarche artistique. La démarche artistique, elle est vraiment cette recherche de l'échange. Voilà, ce que j'essayais de développer tout à l'heure, cette recherche de l'échange. Mais c'est pas rien, c'est tout, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on attend d'autre sur Terre? On est là de passage. Qu'est-ce qu'on aura eu d'autre que des échanges, que du partage? Rien. Enfin, pour moi, il n'y a rien d'autre à gagner. Donc, c'est à la fois peu et tout. Alors, bon, je précise quand même aussi, parce que dans l'écriture, là encore, toute forme d'art, mais je pense singulièrement la poésie, elle nous aide à être plus présents, je disais tout à l'heure, au monde. Je pense à une image de Serge Pey qu'il avait écrit il y a longtemps, dans un recueil, il y a 30 ans. À Toulouse, il y a un pont suspendu, enfin, il y avait un pont suspendu qui n'existe plus aujourd'hui. Et bon, ce pont sur la Garonne, là, était dans un endroit très vanté avec l'OTAN qui soufflait. Et donc, il l'avait appelé le dentier du vent. Bon, c'était une belle image, les câbles, machin. Là. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je passais là, je pensais à l'image de Serge Pey, le dentier du vent. Ça me rendait ce pont plus réel, plus présent, plus... Voilà. Et le vent, en même temps, plus presque perceptible, même quand il n'y en avait pas. Je veux dire que l'image poétique, c'est quelque chose qui donne du poids à la réalité. Et donc, ce n'est pas un exil, parce que là aussi, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle « Poésie et pesanteur ». Les termes disent à peu près ce que je veux dire. On a toute une image d'Épinal qui voudrait que la poésie soit l'expression élevée d'une sorte de beauté éthérée. Enfin bref, autant de choses désincarnées. Moi, je crois que c'est l'inverse. La poésie, c'est quelque chose qui nous réincarne, qui nous apprend, qui nous aide à reprendre pied
dans le monde, qui lui donne plus de poids, de matière, de force. Donc la poésie, qu'on la lise ou qu'on l'écrive, là je pense à celle que je lis, moi lire un poème, c'est un poème s'il me parle, il m'aide par ses images entre autres, et surtout par ces images, à être plus présent à ce que je vis, à ce qui m'entoure. Voilà. Quelque part, ça agrandit l'espace, ça aiguise les sens. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Alors, on me dit que la poésie n'est qu'affaire de langage. Mais je sais bien, moi, que le chant des hommes est un sang qui revigore le mien, qu'il m'aide à mieux embrasser le paysage, à sentir plus fort, à voir plus grand, et que le moindre poème m'aura donné du large. Ça, c'est ce que tu écris. Oui, j'ai dit à peu près la même chose là. Sentir plus fort, voilà. Dans un long poème intitulé « Payé de mots », et je propose, pour clore cette rencontre, avant peut-être un temps d'échange avec vous, que nous lisions, si tu le veux, à deux voix, oui, si tu veux. Tout ou partie de ce poème. D'accord. Je commence ? Oui, tu commences, voilà. Qui ne se demande les soirs de doute, ne sachant trop ce que veut lui faire entendre alors sa mélancolie, s'il n'aura pas perdu son temps à se payer de mots. Il est vrai qu'on est là parfois comme on le serait sur des planches, à faire saigner ses blessures, à boiter bas pour peut-être se moquer de soi, à s'arranger du passé décomposé à l'aide de quelques vocables, plus ou moins bien sonnants, plus ou moins mal pesés au trébuchet ou trébuchant sur les mauvais pavés de la parole. Il est vrai aussi qu'on ne sait pas souvent qui, sur sa propre langue, vient faire les 3 petits tours de piste du bateleur et sans retourner, sans conclure, vous laissant quoi ? Mais quoi ? Faudrait-il se taire au prétexte qu'on ignore toujours un peu d'où viennent les phrases qui nous échappent ? Toujours un peu en nous qui prend et garde le micro ? Bien sûr, il est des jours où l'on sonne faux, des moments de disgrâce où, quoi qu'on dise et qu'on ose, on ne s'échine jamais que sur des cordes désaccordées. Qu'il a lu ces jeux de mots, entendu ces cloches fêlées, senti en lui l'image convenue, le conforter de lâcheté, de bien-pensance. Mais comment s'exprimer ici, sans devenir un tagueur, un de ces jeunes clébards, pissant partout pour marquer leur territoire ? Oh, je ne leur suis pas bien différent d'ailleurs, et comme eux, je ne griffonne et ne signe jamais que des palimpsestes sur des murs sales. Mais comment subir sans désespérer cette publicité qui vous rappelle à longueur d'onde et de pages que vous n'êtes bon qu'à gruger, qu'à gaver ? Comment grandir ? Infantilisé par le foot et la télé, et les démagogues de tout poil préposés à la formation du crétin de demain. Comment vivre si la révolte n'est plus qu'une posture d'ado boutonneux, une façon de se draper dans un étendard à la mode, et l'amour qu'une belle outre dégueulant son sirop ? Comment aimer quand le faux amour est comme le faux ami dans l'ordre de l'illusion, prompt à vous faire trébucher partout sur des pièges de langage ? Il m'arrive ainsi, sur l'estrade, de me demander si, jouant des mots et des choses et de leurs amours contrariés, je ne serais pas en train, moi aussi, de vider mon sac de brocante, de me demander si je ne battrais pas monnaie de singe quand je ne suis plus bien certain moi-même de donner ma vie en gage et me porter garant. On me dit que la poésie n'est qu'affaire de langage. Mais je sais bien, moi, que le chant des hommes est un sang qui revigore le mien, qu'il m'aide à mieux embrasser le paysage, à sentir plus fort, à voir plus grand, et que le moindre poème m'aura donné du large, en multipliant mes points de contact avec le monde trop fuyant. Alors, je ne voudrais rien dire, ne rien écrire qui ne puisse vous atteindre par des chemins d'encre et de justesse, rien qui ne sache vous faire acquiescer secrètement. Je voudrais nous révéler fraternels par les bonheurs fugaces et notre peur de les perdre, par les chagrins qui nous faufilent et tout ce vertige que nous avons en partage,
Ces sentes-là ne s'accommodent pas des mots trop gros, des sentiments forcés, ni du lyrisme qui s'écoute, auquel il est si facile de céder le passage. Je les entends, ces mots qui font sonner le vide, dont tant d'existences croient s'enrichir et dont tant d'indigents finissent par crever. Oui, j'ai peur de me retribuer de faux semblants et de faux airs. Je voudrais vivre ici de plein pied et n'y suis qu'à mi-mot. Comme vous, je suis cet être incertain, un présent qui s'absente. Comme vous, j'aurais cherché les formules qui aident à vivre. Et en me trompant souvent, pour avoir mal choisi, préférer celle qui pense la plaie à celle qui avive. Comme vous, j'en serais resté à me demander encore si ce que nous aurons vécu de plus intense pouvait trouver dans nos patois sa vérité. À 20 ans, je m'angoissais à l'idée de perdre ma jeunesse à épingler sur mes pages des papillons d'instants révolus. Quand d'autres couraient les routes ou la gueuse, que m'empressais-je donc de rattraper avant qu'il ne soit trop tard et que le néant l'emporte? Je me demandais si l'amour livre tiendrait sa promesse d'exalter la prose des jours, de m'embarquer pour l'ici-bas. Tant d'années après, rien n'est sauf et je ne sais toujours pas ce qu'il y avait à défendre de l'oubli, voire de l'insignifiance. Je ne sais toujours pas quel ailleurs m'a pris en otage. À quoi me relie cette traînée de paroles mal tenues, ni de quoi le silence aurait bien pu m'exonérer. Je sais seulement que, quoi que j'écrive ou dise, je reste ce chaos d'embâcles que le flot du temps charrie et agglutine sous les arches. J'ai été payé de mots, certes, mais rien n'est sauf, et je ne sais toujours pas ce qu'en échange j'aurais abandonné, ou qui s'est même trahi. Voilà, des livres sont là que j'ai signés, mais si je m'estime quitte, c'est parce qu'ils m'ont offert moins le soutien des béquilles et du bras secourable que l'espoir d'avoir peut-être aidé quelqu'un, entre mes lignes, à reconnaître son énigme, à habiter son paysage. Merci.